Bonjour, donc la vidéo qui est là, c'est une vidéo que j'avais publiée mais que j'ai retirée aussitôt parce que bon, on me reprochait de ne pas mettre assez de trucs didactiques et il y avait des doutes sur certaines formules, mais en fin de compte les formules sont bonnes. Le seul truc c'est dans certains livres on met des parenthèses, dans d'autres on ne met pas des parenthèses, alors je vous l'expliquerai dans la vidéo. C'est pas d'une grosse importance. Mais c'est surtout, là j'ai rajouté un truc didactique. On va commencer. Allez. Bon, on a vu que dans le courant continu, quand on avait un générateur, cet aimant qui est là, nord et sud, qui tourne, il y avait une bague qui inversait à chaque fois le positif et le négatif de l'aimant via une petite bague qui était fondue. À chaque fois, ça inversait le sens pour faire un courant continu. Maintenant, cette bague n'existe plus avec le générateur à courant alternatif, donc ce qui fait que les bobines qui sont là vont rencontrer le nord, le sud, en continu. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je suis dans cette position-là, je suis avec un angle maximum ici, mais le flux s'arrête là. Il ne traverse pas ici, il est au point A ici. Il est à 0. Donc on n'a pas de flux magnétique qu'on est dans cette position-là. Maintenant on va voir une deuxième position. Alors nous voyons maintenant l'aimant qui a tourné un tout petit peu, et on voit que là, une tension s'est créée ici. Donc lui, il a tourné ici, il a créé du courant ici, en alternatif. Il a monté légèrement, mais il ne monte pas droit comme ça. Il monte légèrement avec une courbe. Là, j'ai fait une petite courbe, mais il y a une courbe. Plus le noyau qui est ici va être incurvé pour venir comme ça après, plus il produira, c'est-à-dire il y a un champ magnétique maxi à ce niveau-là. On va le voir après dans la théorie, mais pour le moment, on va le voir comme ça. Donc ça a tourné. C'est arrivé au point B. Maintenant, on voit que il est manqué ici. Donc, en fin de compte, ça c'est mon rotor et ça c'est mon stator. Mon rotor est tourné maintenant. Ça c'est une bobine, ça c'est une autre bobine, parallèle aux deux bobines, et qui sont en série. Il a monté, et là il est au maximum, donc il est au point C, il est au point culminant en haut. Ça c'est le maximum de tension que j'ai ici, grâce à cette génératrice qui est ici. Alors maintenant, on va voir une autre position. Là maintenant, on voit que le rotor est de nouveau tourné. Donc le sud est ici. Avant, le nord et le sud étaient ici. Maintenant, il est descendu. Du fait qu'il est descendu, là, j'ai une tension qui est moins importante. Je fournis moins de tension ici. Le flux magnétique, la conclusion, le flux magnétique est moins important que ce qu'il était quand il était parallèle ici. Donc maintenant, je suis arrivé au point D. Là, mon rotor a encore tourné un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Là, je descends. Là, je fournis plus rien. Je suis à la ligne 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est une tension maxi, on va mettre tension maximum. Bon, on verra après que c'est U. Donc ici, on a fait ça parce qu'on a tourné pas tout à fait d'un tour, d'un demi-tour. On est passé de là jusque là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à tourner. Donc, j'ai retourné encore un peu. Ici, j'ai dépassé la moitié. Donc, j'avais fait un demi-tour. Maintenant, je vais faire l'autre demi-tour. Mais en faisant l'autre demi-tour, le sens du courant a changé. Ici, vous voyez comme ça, je reviens comme ça. Donc, je change de sens du courant. Ce qui me fait que ici, comme c'est le sud qui vient ici, c'est mon négatif et mon positif ici, là, je descends en négatif. Je descends jusqu'à F. En étant à cette position-là, le champ magnétique est ici. Donc, l'induction se fait. Et on récolte une petite induction ici qui vient jusqu'à F, mais négatif. On descend en négatif. On va le voir au fur et à mesure. Donc ici, je tournais encore un peu. Là, je suis au flux maximum, mais négatif. Je suis descendu jusque là. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, je descends jusque là. J'arrive au point G. On va continuer. Donc ici, le rotor a tourné de nouveau encore. Là, j'ai été jusque là, en tournant ici. Donc j'étais à l'horizontale. J'ai tourné encore un tout petit peu le rotor par rapport à mes deux bobines qui sont ici. Et là, je suis arrivé à ce point-là. Donc le champ, donc là j'étais au maximum, là il redéminue de nouveau pour aller rejoindre ici. Donc mon rotor va tourner encore un tout petit peu, et là le champ magnétique, comme tout à l'heure qui était dans l'autre sens, est nul. On est arrivé ici. On est à 0 ici. On est au maxi ici, maxi négatif, maxi positif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a créé? De ce point-là à ce point-là, on a quoi? On a une période. Les périodes sont plusieurs fois par seconde. On aura, par exemple, ici en Europe, on a 50 périodes par seconde, ce qui correspond à 50 Hertz. J'ai ça, donc ça veut dire quoi? Cette période, elle correspond à quoi? Comme c'est une seconde
par 50 est égal à 0,02 secondes. Cette période-là, ça sera 0,02 secondes. Donc 2 dixièmes de seconde pour une période. Alors vous voyez le nombre de tours que ça peut faire en une seconde, ça fait 50 fois ça en une seconde. On n'a pas le temps de s'en rendre compte. On le voit sur l'oscilloscope, ce genre de phénomène, mais comme ça, à l'œil nu, on ne sait pas s'en rendre compte. Et ça, c'est une tension maximum. On va voir après que nous, la tension qu'on utilise, c'est plus ou moins celle-ci. Mais ça, on va la voir aussitôt. Donc voilà un peu l'explication du rotor qui tourne et qui crée un champ magnétique. Donc c'est le contraire du moteur, comme j'ai déjà expliqué avec le courant continu, mais sauf qu'en alternative, c'est un peu différent. On n'a plus de changement de sud-nord, on laisse faire le rotor et il nous crée une sinusoïde. Le courant alternatif. Si on fait tourner un cadre d'un mouvement circulaire uniforme dans un champ d'induction uniforme, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le cadre est le siège d'une force électromotrice induite alternativement. Dans la variation est fonction du temps et représente une sinusoïdale. Donc variation du temps, et la force va être une fois positive, une fois négative. C'est ce que je vous ai démontré. Soit oméga, radian par seconde, vitesse angulaire, donc c'est la vitesse angulaire. Vitesse angulaire du cadre pendant un temps t en secondes. L'angle alpha qu'on verra par la suite, balayé par le plan du cadre ou sa perpendiculaire, est l'angle alpha est égal à oméga t. Donc le temps, c'est un tour complet en radians par seconde. Fonction sinusoïdale. Dans une fonction sinusoïdale, l'amplitude croît de 0 à sa valeur maximale, puis revient à 0, recommence le cycle, mais en négatif vers maxi négatif et revient à 0. Donc, c'est quoi? Le flux va faire ça, enfin l'amplitude sinusoïdale va faire ça, on va démarrer de 0, on va monter au maxi, on descend au 0 de là, puis après on descend au négatif, maximum négatif, pour revenir au 0. Et on recommence le cycle. Donc, la force électromotrice est tantôt positive, tantôt négative. Positive vers le haut, négative vers le bas. Quand le cadre tourne, le flux varie dans ses spires. La force électromotrice induite dépend non pas de la valeur du flux, mais de sa variation du flux. Les alternateurs, donc on voit ici qu'il y a des aimants permanents ici on voit des aimants qui vont tourner et qui vont créer un champ magnétique ici à l'intérieur, et qui vont induire les bobines qui sont à l'intérieur ici. Alors, le rotor est créé par un flux magnétique et induit le stator. Sa vitesse fera varier la fréquence. Le rotor peut être à pôle saillant. Donc ici, c'est un pôle saillant. Donc ici, c'est le rotor qui va tourner, qui va créer un flux magnétique, qui va induire le stator ici. Je représente encore un peu ce que j'avais montré en dessin sur mon tableau didactique. Donc ici, on rentre, on a nord-sud, on va tourner, on se trouve à ce point-là, le phi est 0, U momentané, U égale 0. On va tourner un tout petit peu, on est remonté jusqu'ici, comme tout à l'heure. On va retourner encore un peu, on va aller au flux maximum, phi maxi, donc U momentané, U maxi. Donc la tension est maximum. Ici, on est en tension maximum. Je vous ai mis T maximum au début pour vous montrer vite fait. Maintenant, on va employer les bons termes, c'est U maxi. Ici, c'est U maxi. U maxi, mais négatif, U maxi positif, U0. Donc maintenant, on a vu la partie d'en haut. Donc on est parti de là, on a été là, on était là. Maintenant, on redescend. Là, on voit que le nord est ici, le sud est ici. Là, on est arrivé ici, à ce point-là, on a 0. De nouveau, on a un flux qui se crée ici. Ici, on a un flux maxi, mais négatif, et on reviendra à 0 dans l'autre, comme dans l'autre slide. C'est ce que je vous avais présenté sur le tableau didactique tout à l'heure. Une sinusoïde, comment elle est faite? Alors, période et fréquence. Une période est le temps qui s'écoule entre deux passages successifs d'une grandeur sinusoïdale par la valeur instantanée, avec le même sens de variation représenté par t, qui s'exprime en secondes. 1 sur t. Donc on a vu que la fréquence f s'exprime en Hertz. La fréquence f représente le nombre de sinusoïdes par seconde. Donc ça c'est une sinusoïde. Et par seconde, on va avoir un nombre de fréquences. On a donc oméga égale 2πf. 2π représente un tour complet sinusoïdal. Donc c'est un tour complet du cercle sinusoïdal. C'est égal, donc le tour complet est égal à quoi?
2pi r carré, mais comme 2pi r carré, r est égal à 1, le rayon du cercle, et on le considère à 1, r disparaît, puisque 1 fois 1, ça fait 1. Donc ça ne sert à rien. Donc 2pi va rester, c'est pour ça qu'on a 2pi ici, et f sera le nombre de fréquences qu'on veut. Donc ici on aura 50, puisque en Europe on a 50 Hz. F est en Hz, oméga en radians secondes, donc ceci ça sera en radians secondes. La formule est là complète, radians secondes, mais comme R disparaît, ça fait plus que 2pi. Le courant alternatif en Europe est de 50 Hz, ça, je viens de le dire. Donc oméga égale 2pi f 314 radians secondes, parce que 2pi f fois 50, ça nous fait 314 radians secondes. 2 fois 314 fois 50, c'est ce qu'on a ici. T, donc une période ici, on l'a déjà vu dans la petite vidéo que j'ai fait avant. 1 sur f, donc une seconde divisée par 50 périodes par seconde. Donc une période représente 0,020 secondes, donc 2 dixièmes de seconde. Le flux dans la surface du cadre, phi est égal à bêta fois n fois s. Bêta, c'est le champ d'induction. N, c'est le nonosphère du cadre. S, surface du cadre. La variation de flux est sinusoïdale et la force électromotrice aussi. Elle est égale à oméga bêta ns, sinus oméga t. Alors, sinus oméga t, j'ai représenté cette formule-là comme ça. Il y a deux façons de l'écrire. Cette façon-là qui est d'écrire, et celle-ci, quand on utilise une calculatrice, il faut mieux mettre oméga t. Ça, c'est un internaute qui m'a fait la réflexion quand j'avais déjà fait cette formule-là. Il n'a pas tort. Bon. Delta phi sur delta t, on a pour valeur E est égal à oméga bêta ns sinus oméga t, donc on peut remettre de nouveau la parenthèse ici. Il m'a fait une réflexion aussi sur delta. Il y en a qui écrivent dt, mais moi je suis pas trop chaud pour ce genre de truc, mais bon, si vous voulez écrire dt, dt pour moi c'est un peu trop abrégé ce truc. Delta, on voit bien que c'est une différence. Ici c'est une différence. EM maximum est égal à oméga bêta ns, donc E est égal à E maximum sinus OVT. Donc on peut remettre encore la parenthèse ici. E maximum, force électromotrice maximum. L'expression d'une grandeur alternative. La tension ou l'intensité étant soumise à une variation sinusoïdale peut se mettre sous la forme U est égal à UM sinus entre parenthèses oméga t plus phi. I est égal à la même formule mais avec I, IM maximum sinus entre parenthèses oméga t plus phi prime. Donc ici j'ai mis prime, j'aurais pu mettre prime ici aussi, mais bon. Donc UI. UM et IM, valeur maximum. Oméga s'appelle la pulsion du courant alternatif et elle s'exprime comme une vitesse angulaire en radians secondes. Phase et les phasages. Prenons comme origine de phase la direction OX. Quand on a le rotor qui est dans cette position-là, ça représente ça. Et c'est comme ça qu'on a notre angle phi. Si autant T, O, on a OA, fait un angle de phi prime avec OX. OA fait un angle de phi prime par rapport à OX. Et c'est représenté ici. Alors j'ai essayé de représenter le plus possible pour avoir l'angle plus ou moins correspondant à ça. On est à ce point-là. Maintenant, phi maxi, 90 degrés. Prenons comme origine de phase la direction OX, toujours. Si autant T, O, OA fait un angle de phi prime avec OX, on est dans cette position-là. Donc là, c'est un flux maximum. Et on est au point maxi. Oui, ça correspond comme il faut. Alors la représentation de Fresnel, une tension alternative petit u est égal à grand U maxi fois sinus oméga t. Oméga t, je rappelle, on peut mettre une parenthèse, entre parenthèses, est représentée par la projection sur l'axe vertical du vecteur U maxi est égal à OA, tournant à une vitesse angulaire oméga, donc vitesse angulaire oméga. Une intensité alternative I, donc là on a la tension, maintenant c'est l'intensité alternative I, IM sinus oméga t plus phi, entre parenthèses, est représentée par un vecteur de longueur OB. OA et OB sont confondus, ils se trouvent ici. On est dans cette position-là, ici. Quand on est à la position en haut, on est ici. Cette flèche qui est ici se trouve ici. On est confondu, ça veut dire qu'on est en phase.
le rayon OA et OB tournent à la même vitesse, ils font entre eux un angle phi constant. Phi, l'angle qui est ici, sera le même pour I et U, parce qu'ils sont confondus, ils sont en phase. Maintenant, si on a un déphasage, si deux grandeurs sinusoïdales de même période, si elles sont déphasées, l'une par rapport à l'autre, et le déphasage est représenté par l'angle que forment les deux vecteurs tournants qui les engendrent. Donc ici, on a phi prime, donc ils sont représentés là, dans le vecteur A, OA et OB. Tout à l'heure, OA et OB étaient confondus. Maintenant, ils sont déphasés. OA et OB décalés, donc déphasés. Fresnel qui a trouvé ça. L'alternateur triphasé, on peut le représenter comme ça, mais en général, c'est énormément de bobines qu'il y a tout autour. Et au fur et à mesure qu'on va tourner ici, on va créer un champ magnétique dans les différentes phases. Mais on va voir que ces phases-là seront décalées. Donc c'est représenté ici, les phases sont décalées de 120 degrés chacune. Pourquoi? Parce qu'elles ne démarrent pas toutes en même temps. Donc ici, on a un angle phi prime de 90 degrés ou 90 degrés, comme on veut. On a un flux maximum. Ici, on voit quand on est au maximum ici, ben ici, on est dans cette position-là. Le vert, lui, il est montant, il remonte vers le zéro. Donc lui, il va descendre jusqu'au maxi ici, le bleu. Le bleu descend au maxi, le vert remonte à 0, et lui va descendre jusqu'au 0. Et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Donc ici, on va avoir ça qui va tourner, qui va créer un champ ici, un champ là, un champ là. À chaque fois, ça sera les deux qui vont correspondre, ils sont en série. Chaque fois, ceux-là sont en série, ceux-là sont en série, ceux-là sont en série. Et là, je ne représente que 6, mais il peut y en avoir 12, 24, ça dépend de la construction de mon générateur. Le triphasé a un décalage de 120 degrés, toujours. Ici, on a tension de crête et tension efficace. C'est quoi? Vous avez vu la sinusoïde qui est ici? Le courant et la tension ne sont pas toujours pareils. Ça change de valeur, il n'y a que l'axe au maxi. En faisant toute une moyenne de tout ça, on arrivait à cette formule qui est tension maxi fois 0,7 est égale à la tension efficace. Ça, c'est la tension moyenne de tout ça que l'on va utiliser, qu'on appelle efficace. La tension de crête, c'est la maximum, mais on n'a jamais ça, nous. C'est ça qu'on a. Avec la vitesse que ça passe ici, on va se retrouver avec la moyenne de toutes les tensions qui sont ici, et on va se retrouver avec du 220 volts ou du 380 volts. Donc c'est la tension efficace 311 volts maxi, ici, fois 0,7. Quand on veut du 220, ben c'est 220 fois racine de 2 égale 311 volts en tension de crête. Et si on veut du 380 volts, c'est 380 volts fois racine de 2, 537,32 volts. Ça, c'est les tensions de crête. Et les tensions qu'on a besoin, ben on divise par 0,7. Et on obtient les tensions qu'on désire. Là, ce que c'est que les tensions de crête et tensions efficaces. Donc c'est la moyenne, tension efficace, c'est la moyenne des tensions de toute ma sinusoïde. Tension et courant en phase, donc ici on a la tension qui est ici et le courant qui est ici. Alors ils n'ont pas les mêmes valeurs, mais ils sont en phase. Vous voyez, ils sont bien en phase. La tension V, volt et le courant ampère sont en phase avec un circuit résistif, U égale RI. Donc avec des résistances, on est en phase. Si c'est un condensateur ou une bobine, là on n'aura pas de... On a un circuit qui sera résistif ou qui sera un circuit inductif. Puissance circuit résistif égale P égale UI ou R est carré. Donc ça c'est la puissance. Puissance triphasée, P égale UI racine de 3. Donc les trois phases, comme elles sont décalées, on fera fois racine de 3. On ne fera pas fois 3. C'est fois 3 racine de 3. P fois I fois racine de 3 nous donne la puissance. On sait que la puissance c'est UI en mono. Et quand c'est triphasé, c'est fois racine de 3. Et ça, c'est les vecteurs qui représentent I et U qui sont ici. Donc ici, en monophasé, on va essayer de trouver l'intensité et après on calculera la puissance. Ben, on sait que U égale RI. Comme ici, j'ai R et j'ai U, 230 volts. 230 volts divisé par 115 ohms, ben, ça nous fait 2 ampères. Donc l'intensité qui passe ici, c'est 2 ampères. Comme on sait que la puissance, c'est P égale UI, là, ici, comme c'est du mono, ça sera UI. P égale 230 volts fois 2 ampères, 460 watts. On aurait pu mettre cosinus phi ici, mais cosinus phi, il ne sera rien ici, puisque
En plus de ça, c'est du mono, donc on ne va pas s'en servir, mais cosinus phi est égal à 1, donc il ne sert à rien. Comment on va le retrouver ici? C'est égal à 1, mais on ne le met pas. Les résistances en ion triphasé 400 volts étoile, bon, ici on crée un neutre, donc ici on sera alimenté en 230 volts. Donc P égale UI racine de 3, 400 volts, pour connaître l'intensité, c'est U divisé par racine de 3, et divisé après par R, et on obtient notre intensité. Je parle en triphasé, on obtient 2 ampères. 400 volts multiplié par 2 ampères multiplié par racine de 3 multiplié par cosinus phi 1 égale 1385,6 watts. Ça, c'est la puissance en triphasé 400 volts. Maintenant, le triphasé 230 volts, le 230 volts qui est ici, c'est comme si on était à la même position qu'ici, donc on va avoir 2 ampères dans chaque résistance. Donc U égale RI, 2 ampères, c'est la même formule qu'on a ici. P égale UI racine de 3 parce que c'est du triphasé. 230 volts fois 2 ampères fois 1,732 égale 796,72 watts. Donc racine de 3 c'est 1,732. Hein. Je l'ai mis ici, je ne l'avais pas mis sur le... J'ai mis racine de 3, ici maintenant j'ai mis la formule. Donc voilà la fin de mon cours sur le triphasé alternatif. Alors voilà, cette vidéo est faite sur le courant alternatif. Dans les prochaines qui suivront, je vais reprendre un peu sur la climatisation, parce qu'on m'a demandé de faire le calcul de gainage, et on m'a demandé encore un autre truc, oui, les calculs de puissance, mais pas un devis depuis un bilan même. Sur le bilan même, ça, je suis en train de le faire, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres en climatisation par rapport au bilan chambre froide qui prend beaucoup moins de temps. Ok. Bon, comme je ne l'ai pas dans mon truc, je l'ai expliqué à mes élèves comme ça, mais je n'avais pas fait de cours spécifique, donc là il faut faire quand même un cours spécifique pour que vous compreniez. Ça va. Là on continue. Bon, je vais plus doucement maintenant parce que bon. J'ai pas envie de bâcler les trucs parce que j'ai toujours des gens qui sont attentifs et ça c'est très très bien, je suis content de ça et je réagis. Allez, à bientôt.